Très heureux de vous avoir en ligne ce matin. J'allais dire très heureux de vous retrouver, c'est un petit peu exagéré. Voilà, donc je m'appelle Alan Fustek. Comme vous savez probablement, je dirige Goodwill Management et je vais avoir le plaisir ce matin de vous faire une présentation de Thesaurus BPRS. Voilà. Alors, la présentation va durer en gros 3/4 d'heure, en gros. Je vais vous présenter quelques éléments théoriques. Ensuite, Antoine, qui est un collaborateur de Goodwill, va vous faire une démo. Euh, et, euh, et par ailleurs, une fois qu'on aura déroulé toute la présentation, je répondrai aux questions. Donc, Émilie, qui est la responsable marketing de Goodwill, suit attentivement les échanges. Donc, dans le cadre de la pour que les questions soient faciles à traiter. On peut malheureusement pas, avec le nombre que vous êtes, le faire de vive voix. Donc, vous êtes invité à poser vos questions dans le système de questions-réponses de Zoom. Et puis, Émilie va regarder un petit peu les questions que vous posez. Et à la fin de la séance, elle me posera pour vous les questions toutes les questions s'il n'y en a pas trop. Et s'il y en a beaucoup, les questions qui reviennent le plus souvent ou les plus importantes, de sorte que vous puissiez repartir avec l'essentiel des réponses à vos questions. Puis si jamais il y a un truc qu'on n'a pas traité, vous nous envoyez un petit mail après la séance et puis on répondra. Voilà. Vous verrez qu'à la fin de la séance également, vous serez invité à vous inscrire pour manifester un intérêt potentiel par rapport à ce qu'on va vous raconter, et puis également pour récupérer la vidéo et le PowerPoint de la présentation de ce matin. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, c'est à ce moment-là, bien sûr, que le PowerPoint ne marche plus. C'est les joies du direct. Qu'est-ce qui se passe là? Ah si, c'est juste il fallait qu'il se réveille. Voilà. Bon, donc voilà un petit peu ce qu'on va voir ensemble. Le début est tout très très rapide. Introduction, qui sommes-nous? Le point important, bien sûr, c'est les fonctionnalités de Thesaurus BPRS, une démonstration, et puis je vous parlerai un petit peu de l'offre de lancement. Nous sommes dans la phase de lancement. Alors, en termes d'introduction, je vais commencer par une caricature. Un peu d'humour le matin, ça fait de mal à personne. Voilà, donc moi, à titre personnel, je suis engagé dans la RSE depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé en 1993. À l'époque, on n'appelait pas ça encore la RSE. Et puis, comme vous savez, on parle de RSE depuis 1999, c'est-à-dire depuis la création de l'initiative Global Compact. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU à l'époque, donc en 1999. Voilà. Et depuis 20 ans, en fait, voilà ma caricature, la RSE, c'est une formidable machine à fabriquer des boîtes vides. Alors, la boîte, c'est votre politique RSE. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, les professionnels dont nous sommes de la RSE? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on vous dit les caractéristiques de ce qu'il doit y avoir dans la boîte. Alors, on vous dit, le contenu de la boîte doit être, comment dirais-je, aligné sur les exigences de la norme ISO 26000, par exemple, ou bien doit être aligné sur les cibles des objectifs du développement durable. Et puis, le reporting doit être conforme aux standards GRI, et puis vous devez faire une analyse de matérialité, et puis vous devez faire une évaluation de maturité, et puis vous devez faire un bilan de gaz à effet de serre, et puis on pourrait rajouter comme ça des caractéristiques de ce qu'il y a dans la boîte jusqu'à la fin de la journée, mais on ne dit toujours pas ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Et donc, vous avez noté la RSE de nos jours, et depuis 20 ans, ça ne cesse de se renforcer. C'est une série d'exigences qui sont de plus en plus importantes, et ce n'est pas une critique, c'est très bien.
Voilà, sauf que c'est bien aussi d'avoir des solutions. Alors, l'idée nous est venue il y a 3 ans chez Goodwill de lancer une plateforme qui s'appelle Goodwill Digital et qui contient 2 parties. La première partie s'appelle Thesaurus BPRS, c'est le sujet de notre webinaire de ce matin. Et on va voir que BPRS met à la disposition de cette plateforme, met à la disposition de tous ceux qui s'y connectent des bonnes pratiques ou des solutions RSE, c'est-à-dire des trucs pour mettre dans la boîte. Voilà. Et puis, on a par ailleurs une deuxième partie dans Goodwill Digital qui s'appelle Thesaurus Model et qui permet de déclarer et de donner accès par l'Internet à un grand nombre de modèles d'évaluation extra-financière et financière. Et ça permet, une fois que vous avez mis en place votre solution, ça vous permet de voir, dans le cas particulier de votre entreprise, ce que la solution mise en œuvre va rapporter aux parties prenantes, c'est-à-dire pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour les clients, les fournisseurs, le territoire, etc. Voilà, donc Goodwill Digital, en fait, c'est un système qui permet de mettre en ligne toutes les méthodes que nous avons mises au point depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis 18 ans chez Goodwill. Certains d'entre vous savent qu'on a commencé par fabriquer une méthodologie qui permet de mesurer le capital immatériel de l'entreprise. On a également une méthodologie qui permet de faire des évaluations de maturité RSE. On a une méthodologie qui permet de calculer l'empreinte de votre entreprise sur le territoire au plan socio-économique. On a depuis assez peu de temps une méthodologie qui permet de calculer en euros votre impact sur le capital naturel. On sait calculer plein d'autres trucs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On sait calculer par exemple la valeur d'un territoire. Voilà. Et puis dans Goodwill Digital, c'est ce qu'on va voir maintenant, il y a aussi cette base BPRS. BPRS voulant dire bonne pratique de la responsabilité sociétale. Et hop, c'est dans la boîte. Voilà. Alors, petit rappel de qui nous sommes. Goodwill a été créé en 2003. On réalise un chiffre d'affaires de 2 millions. On est une vingtaine de consultants. Le terme de Goodwill, il nous plaît bien parce que Goodwill, ça veut dire bonne volonté, puis ça veut dire aussi en finance sur valeur. Donc, notre slogan, c'est les valeurs créent de la valeur. Voilà. On est labellisé Lucie, c'est un point important pour ce que je vais dire aujourd'hui. Et puis, on a parmi nos clients des entreprises vraiment de toute taille. Ici, bien sûr, vous avez les logos des entreprises du CAC 40 qui sont nos clients, mais on a aussi des entreprises parfois de 5, 6, 7 salariés. Donc, on est loin de travailler qu'avec des grandes structures. Voilà. Alors, un point important pour toute la suite de l'histoire, c'est, on y tient énormément chez Goodwill, c'est de montrer que tout ce que nous faisons est opposable à des tiers, et notamment dans le domaine des calculs. Alors, les calculs, on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais vous allez voir quand même qu'ils sont bien utiles dans la foulée de ce que je vais vous montrer. Et donc, c'est un petit peu ce qu'illustre cette page. Par exemple, il y a 2 ans, on avait été retenu par le ministère de l'économie et des finances, vous voyez, c'est sous mon curseur là, pour calculer l'impact de la contrefaçon sur l'économie française. Donc, ça met en œuvre des modèles économétriques qui sont un petit peu musclés. Les calculs ont été, enfin, les méthodes, tout notre travail a été audité par l'INSEE. On a fait des calculs d'empreinte socio-économique pour l'armée de terre. On a calculé, toujours sous mon curseur, la valeur du Maroc à la demande de Mohamed VI. La question à l'époque, c'était en 2014, quelle était la valeur de mon pays quand je suis arrivé au pouvoir et quelle est la valeur de mon pays aujourd'hui. Voilà, et à nouveau, on a été audité par des économistes de haut vol avant que les résultats soient utilisés par le Maroc. Bien. Voilà, donc il y a une rigueur scientifique chez nous qui est importante et qui est finalement un sous-jacent de tout ce que nous faisons, ce qui compte beaucoup pour, bien sûr, la fiabilité des solutions que nous proposons à nos clients.
Alors, un autre point qui va servir énormément dans la présentation de ce matin, c'est que Goodwill a été en 2010 co-créatrice de l'agence Lucie. Et l'agence Lucie délivre le label Lucie 26000, qui est un label donc décerné aux entreprises qui mettent en œuvre la RSE de façon réelle et sérieuse, pas de greenwashing, alors que la politique est en conformité avec la norme ISO 26000 et après un audit tierce partie. Voilà. Alors, comme vous voyez toujours sous mon curseur, quand on a commencé petit, voilà. Et au début, ça a été difficile parce que quand vous avez effectivement quelques entreprises qui ont le label, tous les autres vous disent mais votre label est totalement inconnu. Donc, le démarrage a été lent. Puis la norme ISO 26000 met la barre assez haut en termes d'exigence RSE. Donc, beaucoup nous ont dit au début c'est trop de travail. Et puis, à force d'y croire, aujourd'hui, alors le chiffre là, il est plus tout à fait bon. On doit être plus près de 650 que de 600. Mais donc, on est la première communauté RSE en France d'entreprises engagées de manière très significative. Et bien sûr, pour les bonnes pratiques de RSE, vous avez une des bonnes pratiques qu'on va voir dans la base BPRS. En ce moment, il y a toute la communauté Lucie qui est en train de charger la base de façon très, très soutenue. Et donc, ça fait beaucoup de bonnes pratiques mises à la disposition de tout le monde. Alors, je viens maintenant sur effectivement Thesaurus BPRS. Ce qu'on disait en introduction avec ma caricature, c'est que vous avez finalement beaucoup de choses qui existent sur la RSE autour de nous. Tous ceux qui m'écoutent sont capables de s'en rendre compte. C'est une réalité au quotidien. Beaucoup d'exigences. Alors, les référentiels les plus connus sont l'ISO 26000 et les objectifs du développement durable. Et là, on vous dit quoi faire. Donc, si tu veux faire de la RSE de façon sérieuse, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. D'accord, mais comment? Qu'est-ce que je mets en œuvre comme solution? Et là, donc, il y a un vide ou il y a un blanc. Les solutions ne sont décrites nulle part. Alors, c'est ce qui nous a amené, et vous allez voir, c'est vraiment un travail de fourmi. On y est depuis maintenant plus d'1 an, de fabriquer la base BPRS. Et dans la communauté Lucie, la base BPRS s'appelle Lucifer. Voilà. C'est la même chose. Hein. C'est la même application et la même base de solutions, mais elle porte le nom de Lucifer pour la communauté Lucie. Et là, on trouve des solutions. Alors, avoir des milliers de bonnes pratiques accessibles en quelques clics avec concrètement si je veux faire, qu'est-ce que je vais vous raconter, moi, je sais pas, de la climatisation naturelle dans ma maison ou dans mon immeuble, qu'est-ce que je peux faire, ou dans mon immeuble de bureau, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, vous allez chercher ça et puis on va vous présenter plein de solutions concrètes avec leur intérêt, avec ce que ça coûte et avec les fournisseurs possibles. Voilà. Donc, ça vous permet d'élever le contenu de votre stratégie RSE à son niveau maximum. Voilà. Et imaginons que cette base n'existe pas, ce qui était encore le cas il y a 2 mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassembler toutes les solutions possibles et imaginables qui ont été inventées avec vous afin que vous ne réinventiez pas la roue ou l'eau chaude? Eh bien, vous pouvez lire des centaines de rapports RSE. C'est ce qu'on a fait, hein, donc effectivement, ça prend du temps. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi faire appel à un consultant, mais un consultant n'a jamais en tête des milliers de solutions parce qu'on n'est pas omniscient. Je disais tout à l'heure en introduction, j'ai commencé à travailler sur le développement durable dans ma précédente boîte en 1993. Donc, ça fait à peu près 30 ans que je grenouille dans ce petit univers. Et ben, donc, je sais pas mal de trucs, hein, franchement. Si effectivement un client me demande qu'est-ce que je peux faire dans tel ou tel domaine, je vais être très, très gêné parce que j'ai pas trop d'idées. Voilà. Et pourtant, j'ai quelques heures de vol, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Alors, avec une base de milliers de pratiques, vous avez tout sous la main et le consultant n'a jamais tout ça en tête, même s'il a beaucoup d'expérience.
Je vous donne quelques petits éléments de vocabulaire avant qu'on arrive dans la présentation de la base. Donc, des choses que vous devez connaître, mais ça va mieux en le disant. Hein. Donc, vous savez que la norme ISO 26000, elle est décomposée en 7 questions centrales. Voilà, donc je parlerai avec Antoine, on va parler de questions centrales pendant la suite de l'exposé. Par exemple, la politique sociale de l'entreprise, c'est une question centrale. Ensuite, dans la norme ISO 26000, on a des domaines d'action. Dans le référentiel Lucie et dans la base BPRS, on appelle ça des principes d'action. C'est un petit détail parce qu'on a fait des regroupements et des simplifications de l'ISO 26000 pour que Lucie 26000 soit accessible à des PME. On a des entreprises labellisées dans la communauté Lucie qui ont 2 salariés. Donc, on a travaillé à une simplification sans perte d'exigence de la norme. Voilà, par exemple, la qualité de vie au travail est un principe d'action. En dessous, sous le principe d'action, on a ce qu'on appelle des tirs, type d'investissement responsable. Donc, par exemple, l'ergonomie du poste de travail sera un tir à l'intérieur du principe d'action qualité de vie au travail. Et ce point est très important. Finalement, il sous-tend toute la philosophie de ce qu'on fait chez Goodwill et chez Lucie en matière de RSE. On dit la RSE, c'est un investissement. Voilà. Et donc, quand on regarde la façon dont une entreprise s'engage en RSE, on regarde les investissements qu'elle réalise et on dit, grosso modo, si tu n'investis pas grand-chose sur le sujet, il y a peu de chances que tu obtiennes beaucoup de résultats. Donc, la notion d'investissement est importante ici. Ensuite, vous verrez que dans les types d'investissements responsables, par exemple l'ergonomie du poste de travail dans qualité de vie au travail, on a des bonnes pratiques génériques, c'est-à-dire toutes les solutions que l'on peut mettre en œuvre dans n'importe quelle entreprise. Voilà. Et puis, donc BPG. Et puis BPE, c'est les bonnes pratiques d'entreprise, c'est-à-dire le cas particulier de la façon dont une entreprise a mis en œuvre une solution qui correspond à une bonne pratique générique. Bonne pratique générique, faire un bilan de gaz à effet de serre. Et puis, comment dirais-je, quelle est la solution qui a été mise en œuvre par l'entreprise X ou par l'entreprise Y. Ça, c'est une bonne pratique d'entreprise. Alors, on va voir effectivement qu'on trouve tout ça dans la base BPRS. Donc, la base est structurée selon l'ISO 26000 dans sa version actuelle, avec les 7 questions centrales, la gouvernance, le respect des droits de l'homme, la politique sociale, la politique environnementale, les bonnes pratiques des affaires, le respect du client et l'engagement pour la société civile. Antoine va vous montrer tout ça. Et puis, la structuration, c'est celle-ci. Donc, on part avec une segmentation ISO 26000. Dans Lucie, on a 25 principes d'action, 94 types d'investissements responsables qui en sont des sous-parties, 429 bonnes pratiques génériques et des milliers de bonnes pratiques d'entreprise. Voilà. Et vous avez la correspondance avec les objectifs du développement durable. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai mon petit exemple. Créer des liens durables avec les fournisseurs, ça, c'est un principe d'action. Voilà. Et puis, on va avoir ici un type d'investissement responsable, respect des engagements pris auprès des fournisseurs. Voilà. Et on va avoir 3 bonnes pratiques génériques. 3 ici qui font partie des 429. L'entreprise définit ses règles de respect des fournisseurs. Le responsable de l'achat responsable en vérifie l'application. Et on a une bonne gestion des réclamations des fournisseurs. Voilà, donc on a 3 types d'investissements responsables pour excusez-moi, 3 bonnes pratiques génériques pour ce type d'investissement responsable. Voilà. Et donc, sous vos yeux ébahis, je passe la parole à Monsieur Antoine qui va vous faire la démonstration et puis je reprends la main juste après. Donc, je cesse le partage de l'écran. Antoine, c'est à toi. Alors bonjour à tous, Antoine Payot, je suis consultant chez Goodwill Management et aujourd'hui je coordonne ce beau projet qui est la base de données de bonnes pratiques et donc je vais essayer de vous donner les secrets de cette base. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Alors, hop.
Normalement, dans quelques instants, ça va être bon. C'est bon là. C'est bon? Parfait. Alors, donc, voici la page d'accueil de la base de données. En haut de l'écran, on peut voir tout simplement les fiches qui ont été rentrées le plus récemment. Et puis en dessous, un classement des fiches les plus consultées. Donc, les plus consultées sur le moment. Donc, nous allons dans un premier temps naviguer… Ce qu'Antoine appelle les fiches, c'est les bonnes pratiques d'entreprise. Hein. Oui, exactement, excusez-moi. Donc nous allons dans un premier temps naviguer dans la base. C'est l'endroit le plus intéressant et c'est à cet endroit que nous allons pouvoir consulter les fiches bonnes pratiques. Donc, comme le montrait Alan tout à l'heure, nous avons ici les 7 questions centrales, toutes basées sur l'ISO 26000, à savoir mettre en place une gouvernance responsable, respecter le droit des personnes, développer des relations et conditions de travail responsables, préserver l'environnement, développer l'éthique dans les relations d'affaires, respecter les intérêts de consommateurs et enfin viser le développement local et l'intérêt général. Donc, au sein de ces 7 questions centrales, il y a les 25 principes d'action de l'UCI 26000. Donc, je vais par exemple naviguer dans la question centrale, préserver l'environnement. Donc ici, on retrouve bien les 4 principes d'action, les 4 PA, qui sont rattachés à cette même question. Donc, à savoir le principe d'action numéro 12, éco-concevoir les produits, activités et services. Le PA 13, minimiser les consommations de ressources. Le PA 14, limiter au maximum les pollutions et nuisances de tout type. Et enfin, le principe d'action numéro 15, déployer une démarche structurée de protection de l'environnement. Donc, à l'intérieur de chaque principe d'action, il y a plusieurs tirs, c'est-à-dire plusieurs types d'investissements responsables. Donc, je vais par exemple choisir le principe d'action numéro 14, limiter au maximum les pollutions et nuisances de tout type pour continuer un petit peu à naviguer. Donc, ici, on a les 7 types d'investissements responsables qui sont rattachés à ce principe d'action. Donc, à savoir réduction du volume des déchets solides, amélioration du traitement des déchets solides, jusqu'à la réduction des émissions de CO2. Et en fait, pour chacun des types d'investissements responsables, pour chacun des tirs, nous avons décliné des solutions génériques. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici en violet. Par exemple, pour le type d'investissement responsable réduction des émissions de CO2, nous avons 3 solutions qui y sont rattachées. Donc, nous allons continuer la navigation. Donc, voici ici les 3 solutions génériques associées à ce type d'investissement responsable, à savoir la solution réaliser un bilan des gaz à effet de serre, la solution effectuer une compensation carbone et enfin la solution inscrire son entreprise dans la trajectoire des accords de Paris. Donc, comme vous pouvez le remarquer, des exemples de solutions d'entreprise sont rattachés à chaque solution générique. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans un second temps. Donc, par exemple, pour la solution générique réaliser un bilan des gaz à effet de serre, nous avons 13 solutions d'entreprise qui sont liées en fait à la solution générique réaliser un bilan des gaz à effet de serre. Et ça, on va le voir juste après. Donc, dans un premier temps, nous allons voir à quoi ressemble tout simplement une solution générique. Donc, voilà comment un petit peu se structure une fiche. Dans un premier temps, une petite explication de ce qu'est un bilan des gaz à effet de serre, puis ensuite des infos clés, telles que les méthodes existantes pour réaliser un bilan des gaz à effet de serre. Et puis enfin, en fin de fiche, les objectifs du développement durable auxquels répond cette solution. Dans un second temps, nous avons accès en annexe aux solutions d'entreprise rattachées à la solution générique. Par exemple, pour cette fiche, nous avons 11 solutions d'entreprise rattachées à la solution générique réaliser un bilan des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez ici les 11 solutions. Donc, prenons par exemple le groupe Bouygues, dont les entreprises calculent systématiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans cette fiche? Tout d'abord, il n'y a pas uniformisation des méthodes au sein du groupe. Donc, par exemple, Bouygues Construction utilise Carbone Eco, alors que de son côté, Colas utilise la ratio d'émissions. Et puis ensuite, on y découvre les critères retenus dans le calcul. Donc, dans un premier temps, la couverture, la prise en compte d'au moins 80% des émissions. Ensuite, la pertinence. On calcule des postes d'émissions dont on sait que des progrès sont possibles, donc pas tous. Et enfin, la faisabilité, c'est-à-dire les postes dont on arrive en fait à avoir des informations. Et puis en fin de fiche, on a accès à des informations supplémentaires, comme par exemple le détail du bilan des émissions de gaz à effet de serre du groupe. Et puis à côté de ça, une petite vidéo complémentaire qui apporte des informations tout simplement sur le bilan carbone des matériaux de Bouygues.
Donc voilà un petit peu comment se structure cette base. Donc, je pense que vous avez maintenant compris un petit peu comment se structurer tout ça. Et donc je vais essayer de vous montrer son intérêt à travers une petite mise en situation. Donc, je suis aujourd'hui l'entreprise Alpha et j'ai réalisé avec Goodwill une évaluation RSE ISO 26000. Et il s'avère que j'ai des grosses lacunes sur le volet qualité de vie au travail. Donc moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai voilà, peu de connaissances sur la qualité de vie au travail. Je me dis que peut-être que la mise en place d'une restauration d'entreprise, peut-être que l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail, ou encore qu'un travail sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle pourrait être intéressant. Mais je me rends compte que j'en sais pas beaucoup plus, et puis je ne sais pas trop comment mettre en place tout cela. Donc, je vais me rendre tout simplement sur la base de données pour voir si d'autres l'ont fait, si d'autres l'ont fait, comment ils l'ont fait. Voilà, tout simplement. Donc, je rentre sur la base de données, j'essaye de naviguer pour accéder au principe d'action sur la qualité de vie au travail. Donc, voilà, c'est le principe d'action numéro 7, favoriser la qualité de vie au travail. Donc, première information clé pour moi, je sais que la qualité de vie au travail se dispatche en 7 types d'investissements responsables. Donc, ce sont les 7 types d'investissements responsables que j'ai ici, à savoir garantir de bonnes conditions matérielles de confort et de bien-être au travail à tous les collaborateurs, avoir une bonne organisation, un management clair et responsable, garantir l'accessibilité des salariés au lieu de travail, permettre l'accès au télétravail aux collaborateurs lorsque c'est possible, garantir un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, accompagnement sur les grands changements et enfin d'autres aspects de la QVT. Donc déjà chouette, je remarque que les thématiques de confort au travail et d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle sont bien représentées. Mais je vois aussi parallèlement qu'il y en a d'autres, et notamment sur l'organisation et le management, ce qui m'interpelle un petit peu puisque je n'avais pas du tout, moi, idée d'agir sur ce volet. Donc je vois qu'il y a 11 solutions rattachées et je suis un petit peu curieux de savoir quelles actions concrètes se cachent derrière. Et hop, nouvelle ouverture, je peux en savoir un petit peu plus là-dessus. Donc, je découvre les 11 solutions, donc actualiser et diffuser l'organigramme, définir des fonctions des entités organisationnelles, former aux normes standards de l'entreprise, mettre en place un management bienveillant au quotidien, former les salariés au développement personnel, etc., etc. Et puis, j'arrive au baromètre social. Donc, je me dis qu'en parlant de baromètre social, j'aimerais bien un petit peu savoir ce que pensent mes salariés de ma politique QVT. Ça me permettrait de mettre en place en fait, les actions les plus utiles dans mon contexte à moi. Mais je ne sais pas trop comment réaliser un baromètre social. Je me dis, hop, j'entre dans la fiche et je vais essayer d'en savoir plus. Donc, dans un premier temps, on me donne la définition d'un baromètre social pour que je puisse en savoir plus là-dessus, c'est-à-dire une étude mesurant le degré de satisfaction des salariés au sein d'une entreprise, qui permet d'avoir une connaissance de ce que pensent leurs salariés, de connaître leurs perspectives au sein de l'organisation. Et puis donc tout au long de la fiche, on m'explique comment mettre en place le baromètre social, et j'ai même la possibilité en fin de fiche d'avoir des exemples de questions que je peux poser à mes salariés. Donc tout ça me permet d'inspirer ma réflexion sur la qualité de vie au travail. Et puis bien sûr, en annexe, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a les solutions d'entreprise qui sont rattachés et donc des exemples concrets qui ont été mis en place. Par exemple, ici, on voit comment TF1 a mis en route tout ça et puis comment ça s'est passé, eux, dans leur entreprise pour créer ce baromètre social. Donc voilà, pour vous expliquer, vous mettre une petite mise en situation, je vais essayer de vous montrer, pour finir, les autres fonctionnalités qui sont intéressantes et qui mettent en valeur cette base. Donc on a encore dans consulter une fonction rechercher qui me permet de faire des recherches ciblées. Donc imaginons que je sois responsable RH ou directeur du développement durable et que dans mon entreprise, on n'est pas vraiment chaud pour le télétravail, mais on se dit qu'avec le contexte actuel de Covid, on ne peut pas vraiment y échapper. Donc moi, en fait, j'aimerais tout simplement savoir, avec cette recherche, quel type d'entreprise met en place ces politiques, si certains concurrents ont réussi à le faire, comment ils ont procédé, depuis combien de temps ils l'ont mis en place, etc., etc. Tout simplement, je vais me rentrer le mot-clé télétravail. J'ai du mal. Donc voilà, j'ai 10 résultats, c'est-à-dire que j'ai 10 exemples d'entreprises qui ont mis en place des politiques de télétravail. Donc je vais pouvoir naviguer, trouver l'information
là-dessus. Donc voilà, on a pris TF1 tout à l'heure, on peut reprendre le groupe. On y apprend que voilà, le groupe TF1 a étendu tout le dispositif télétravail en 2018, donc déjà il y a 2 ans. On a des conditions d'éligibilité, donc je peux m'inspirer, c'est-à-dire être en CDI, avoir 6 mois d'ancienneté, avoir un temps de travail contractuel d'au moins 90%. Et puis ensuite, on a des chiffres sur les effectifs éligibles et voilà, enfin, des petites informations qui sont assez intéressantes. Voilà tout ça pour vous dire que grâce à la fonction recherchée, vous pouvez vraiment faire des recherches précises et élargir vraiment énormément et élargir votre réflexion. Dernière fonction très intéressante, la fonction favori. Donc, prenons tout à l'heure la recherche que je faisais sur le télétravail. J'ai trouvé que justement la solution de TF1 était intéressante. J'ai envie de pouvoir la ranger quelque part et de pouvoir la relire ou la montrer à des collaborateurs dans un second temps. Et puis hop, pareil, la solution d'accord, elle m'a intéressé. Hop, je vais dans favoris et ces deux solutions sont présentes. Tout ça en fait pour vous dire que vous avez simplement, vous pouvez naviguer des heures et des heures dans la base de données et simplement en mettant un petit cœur, vous pouvez les classer et les ranger dans la section favoris pour pouvoir les relire plus tard. Donc voilà, il y a un grand nombre de fiches aujourd'hui sur la base de données, plus de 800 de mémoire, donc vous pouvez toutes retrouver ici dans la fonction rechercher et puis que vous pouvez retrouver tout simplement en naviguant sur la base de données via l'onglet que je vous ai présenté tout à l'heure avec les 7 grandes thématiques de l'ISO 26000. Voilà, Alan, je te repasse la main pour que tu puisses conclure. Merci beaucoup. Merci Antoine. Antoine, tu as vu que quand on a affiché Bouygues, là, il y avait, enfin moi en tout cas sur mon écran, j'avais un petit problème d'affichage des informations, chiffre d'affaires et nombre de collaborateurs. Oui, tout à fait. Sur certaines fiches. Aussi. Bon, ouais, il y a un truc là il y a un petit truc qu'il faudra ouais, corriger. Ok. C'est en bon, cours. D'accord. Je reprends la main. Voilà. Donc, donc, on vient de voir effectivement le principe. Alors, vous voyez, d'une certaine façon, c'est très simple et en même temps, c'est assez puissant. Ce qu'on va voir maintenant, c'est effectivement tout ce qu'on peut en faire. Alors, quels sont les usages? Je vais dire des choses qui relèvent de l'évidence, mais ça va mieux en le disant. Voilà. La première chose, c'est vous inspirer et puis rester à la page, enrichir le contenu de votre stratégie RSE, vous mettre au meilleur niveau. Bon, ça, c'est une première utilisation intéressante. La deuxième chose, voir ce que font les copains et puis en tirer éventuellement des arguments pour sa hiérarchie. C'est-à-dire, par exemple, ma hiérarchie est réticente au télétravail, je vais dans la base et puis je montre à mon patron qu'on est les derniers du secteur à ne pas l'avoir encore mis en place. Voilà. Savoir aussi comment progresser dans son niveau de maturité, c'est-à-dire je suis à un certain niveau, puis je vois que d'autres ont fait des choses qui sont plus exigeantes et donc ça me permet de progresser plus facilement. Donc faire du benchmark, se situer par rapport aux autres sur une pratique donnée. Regardez aussi, parce que là, ce que vous avez vu dans la démonstration d'Antoine, c'est des bonnes pratiques qui viennent de grandes entreprises. On a épluché des centaines de rapports annuels de développement durable et c'est ce que vous avez vu. Mais en parallèle, en ce moment, vous avez toute la communauté Lucie qui a accès à cette base et qui est en train d'y mettre ses bonnes pratiques. Et là, c'est très intéressant parce que les responsables développement durable de ces entreprises-là présentent aussi les enseignements qu'ils ont tirés de leur mise en place. Donc, on trouve les réussites, les erreurs, etc., etc. Et puis, bien évidemment, ça permet aussi de trouver une solution concrète. Alors, pas tout de suite, mais très bientôt, de trouver les fournisseurs. Donc, pour l'instant, on fait le remplissage de la base et ensuite, bonne pratique par bonne pratique, on dira, tiens, pour cette solution-là, voilà quels sont les fournisseurs auxquels vous pouvez avoir accès.
et qui font du bon boulot, etc., qui sont bien notés par les gens chez qui ils ont travaillé. Et donc, ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Alors, l'intérêt pour vos parties prenantes, ben, c'est faire comprendre aux salariés ce que c'est que la RSE et leur faire comprendre par la solution et non par l'exigence. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, encore une fois, pour beaucoup de gens, la RSE, c'est des indicateurs, c'est des exigences, c'est des concepts, mais ce n'est pas du concret. Voilà. Consultez les parties prenantes. Vous savez qu'au centre de la RSE, il y a le dialogue parties prenantes. Eh bien, on peut articuler dialogue parties prenantes autour d'une base comme celle-là pour dire, bon ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait faire ci, on pourrait faire ça? Et puis, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi un intérêt, c'est d'aider vos clients ou d'aider vos fournisseurs à mettre en œuvre la RSE en leur donnant accès à des bonnes pratiques. Dans l'achat responsable, on doit inciter son fournisseur, c'est une exigence de la norme ISO 26000, on doit inciter son fournisseur à mettre en œuvre la RSE. Voilà. Alors, dans certains cas de figure, ça se traduit par un diktat. Et puis là, on peut rajouter aussi une façon de donner la main et d'offrir des solutions à son fournisseur pour le faire grandir. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités. On est aujourd'hui avec une cadence de 100 nouvelles bonnes pratiques par quinzaine. Donc, on devrait être aux alentours de 2000 bonnes pratiques d'ici à la fin de l'année dans la base, donc ça commence à être très très riche. Et bien évidemment, les bonnes pratiques ont toutes leurs particularités. Donc, on trouve des tas et des tas de variantes, comme on l'a vu tout à l'heure, pour mettre en place une démarche d'économie circulaire ou faire un bilan carbone. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, pas pour l'instant, mais donc dans le futur, on va élargir ça aux bonnes pratiques européennes. Donc, exemple, je suis une banque française, qu'est-ce que font mes confrères étrangers en matière de développement durable? Donc, identification systématique de fournisseurs de solutions, ça va être un gros boulot, mais on n'y est pas encore, mais on va s'y atteler dans un deuxième temps. Dans la version 2, on aura aussi une navigation d'entrée par les ODD. Là, vous voyez, vous pouvez naviguer par la structure de l'ISO 26000. On vous donne les correspondances ODD et sinon, vous pouvez interroger la base par mots-clés. Dans la version 2, on fera aussi une navigation par les 17 ODD. Et puis, il y a un dernier point qui peut avoir un intérêt pour certains d'entre vous, c'est une intégration avec Goodwill Digital et notamment avec les modèles de calcul. Donc ça mérite une petite page que je vous montre juste après. Voilà. Alors en fait, Goodwill Digital, donc c'est la partie Thesaurus Model dans Goodwill Digital, ce sont des modèles d'évaluation extra-financière ou d'évaluation financière. Alors, mettons-nous un peu comme l'a fait Antoine tout à l'heure en situation. Je décide de lancer une nouvelle version de ma stratégie RSE. La première chose que je vais faire, c'est que je vais évaluer mon niveau de maturité. Donc, dans Thesaurus Model, la partie évaluation de Goodwill Digital, je vais accéder à Thesaurus 26000 et je vais faire mon évaluation de maturité. Ça va me donner mes points forts et mes points faibles. Sur la base des points faibles, eh ben, alors pour l'instant, il faut le faire à la main. Dans un deuxième temps, ce sera automatisé. Les points faibles me donnent accès à des centaines de bonnes pratiques qui sont dans la base BPRS et qui me permettent de dire, ben, sur mon point faible, voilà ce qu'ont fait les copains. Donc, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, plutôt que de réinventer la roue tout seul. Voilà. Donc aujourd'hui, ça, on peut le faire, hein, c'est-à-dire que Thesaurus 26000 est implémenté dans Goodwill Digital, Thesaurus BPRS est chargé, mais il n'y a pas le résultat de votre évaluation de maturité ne vous amène pas directement dans BPRS. Voilà. Mais c'est opérationnel. Le troisième modèle de calcul qui est très intéressant dans Goodwill Digital, c'est Thesaurus AD2R. Ça veut dire aide à la décision responsable et rentable. Et donc là, c'est un modèle, on a mis 10 ans pour mettre ça au point, qui permet de calculer la rentabilité d'un investissement en RSE.
Voilà. Et donc, et tout ça est structuré de la même façon. Donc, les fameux types d'investissement responsables se retrouvent dans AD2R. Et donc, vous dites combien vous avez décidé d'investir sur le sujet. Et le système, en fonction des caractéristiques de votre entreprise, va vous délivrer la rentabilité que vous pouvez en attendre. Et dans certains cas, vous allez vous rendre compte que votre niveau d'investissement génère une rentabilité négative. Donc, après, il faut réfléchir. Voilà. Et donc, je fais mon évaluation avec Thesaurus 26000, je trouve mes bonnes pratiques, je passe dans AD2R et ça me dit qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça rapporte de faire ce que j'ai pensé avec les investissements que j'ai décidé d'y consentir. Voilà. Et puis en dernier lieu, c'est toujours dans la partie Thesaurus modèle, vous avez des modèles d'études d'impact. Donc ici, c'est AD2R, c'est la rentabilité de la RSE pour votre entreprise. Et là, c'est l'impact sur le territoire. Donc tout ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça génère comme empreinte socio-économique en flux de valeur ajoutée et en nombre d'emplois, direct, indirect et induit, et qu'est-ce que ça impacte en matière de capital naturel, quelle est mon empreinte, combien je détruis de capital naturel par an exprimé en euros. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que jusqu'à il y a, allez, je vais dire jusqu'à il y a 1 an, on avait une fabuleuse méthode pour faire ça et personne n'en voulait. Et puis maintenant, on nous le demande tout le temps de faire des calculs. Donc, le monde est en train de changer. C'est une très bonne chose de regarder aussi son impact sur le capital naturel pour avoir un bilan global de ses impacts sur l'extérieur. Voilà. Et donc, avec tout ça, on a une capacité à faire une RSE qui est pertinente déjà, avec les bonnes pratiques, au plan économique, au plan social et au plan environnemental. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, tout ça, ça marche. Mais par contre, là, ce qu'on fera dans une version 2, c'est on a présenté Thesaurus Model il y a 6 semaines. On a déjà des belles références qui ont adopté la solution comme Malakoff Humanis, EDF, Banque Populaire, etc. Et donc, dans la version 2, on intégrera tout ça, c'est-à-dire la solution et son intérêt économique. Voilà. Alors, on est encore dans la phase de lancement, puisque la première fois qu'on a fait cette démonstration, c'était il y a 4 semaines. Et donc, voilà ce que l'on vous propose. Alors, si vous êtes un consultant, une TPE ou une PME, le coût pour 1 an, c'est 500 €. Voilà. Si vous êtes une entreprise de taille intermédiaire, c'est 1 000 €. Et puis, si vous êtes un grand groupe, c'est 1 500 €. Voilà. Alors, si parmi vous, il y a des consultants, on vous propose, on verra tout ça dans un deuxième temps bien sûr, mais on vous propose, vous pouvez être entre guillemets, comment dirais-je, distributeur de la solution et du coup, à chaque fois que vous vendez la solution à quelqu'un, vous avez une commission d'apporteur d'affaires de 25% du montant de la vente. Voilà. Donc, ça veut dire que votre adhésion à vous, elle est remboursée en 2 ventes. Quoi. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Voilà, j'ai plus rien à dire maintenant. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. On est à votre disposition maintenant pour les questions. Donc, Émilie a recensé scrupuleusement toutes vos questions et puis on va les prendre dans l'ordre de fréquence. Et puis, je vais essayer d'y répondre. Et puis, si j'y arrive pas, on vous répondra en temps différé. Merci, Alan. Peux-tu redresser ta caméra? Première chose. Comme ça? Super, parfait. Jusque-là, vous voyez quoi? Tes cheveux. Ah, ils sont beaux. Alors, vous avez vu, j'ai un trou dans la couche d'ozone, là, c'est la vieillesse. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, allez. Donc, la question qui a été la plus posée, c'est celle relative donc, à la place des PME dans cette base. On a vu beaucoup d'exemples de sociétés du CAC 40. Aurais-tu une idée de la part des bonnes solutions de PME dans la base d'aujourd'hui?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, on a une part des grandes entreprises dans la base qui est très importante. Comme ça, je vais vous dire 80%. Mais par contre, d'ici à la fin de l'année, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que, en gros, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Donc, on a développé l'application. Ensuite, on a dit, il faut qu'on la remplisse. Bon. Pour la remplir, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà récupérer des centaines de bonnes pratiques qui nous viennent d'entreprises qui ont publié des choses dans leur rapport annuel, plutôt des grandes boîtes. Voilà. Et donc, il y a 2 mois, avant l'ouverture de BPRS à tout le monde, on a lancé Lucifer. Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste le nom qui diffère pour les membres de la communauté Lucie. Vous avez vu tout à l'heure, dans la communauté Lucie, il y a, au moment où on fait la photo, à peu près 650 entreprises, et à la fin de l'année, on sait dire d'ores et déjà, malgré la crise du coronavirus, qu'on aura à peu près 800 boîtes dans la communauté. Pour les membres de la communauté Lucie, s'il y en a qui écoutent ce webinaire, je les salue. Le coût d'accès à la base est compris dans la redevance du label. En d'autres termes, c'est gratuit. Voilà. Et il y a juste une petite contrepartie qui est demandée aux membres de la communauté Lucie, c'est de mettre leurs bonnes pratiques, alors pas nécessairement toutes, mais quelques-unes, dans la base de données. Et donc, au moment où nous parlons, le rythme d'enrichissement de la base BPRS vient surtout de PME et de TPE, parce que nous avons 80% des membres de la communauté Lucie qui sont des PME et des TPE. Voilà. Et donc, aujourd'hui, photo 16 juin, j'ai envie de vous dire 80% du contenu, c'est des grandes boîtes. Et puis, fin d'année, 80% du contenu, ce sera des PME. Voilà. À quel moment ça va s'inverser, je ne sais pas trop vous dire. Mais donc, il y a un flux de bonnes pratiques très important en provenance des PME en ce moment. Cela dit, je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que les bonnes pratiques sont indépendantes, ou allez, je vais dire relativement indépendante de la taille de l'entreprise. Mettre en place un nouveau mécanisme de dialogue social, faire un baromètre social, comment dirais-je, faire un bilan de gaz à effet de serre. Bien sûr, ça ne va pas être fait avec la même envergure dans une grande et dans une petite, mais le contenu est le même. Voilà. Donc, trier ses déchets, les techniques qu'on applique dans les grandes, on peut les appliquer dans les petites. Voilà. Merci Alan. Autre question. Alors, je m'y retrouve. Est-ce que une fois qu'on a l'accès à Thésaurus BPRS, peut-on alimenter la base de données? Alors, bien évidemment, vous êtes tous, on est dans une logique qui est bien sûr dans le domaine de la RSE, on est dans une logique de partage. Et donc, ça veut dire que ceux d'entre vous qui seraient intéressés par être finalement membres de la communauté BPRS, je vais l'appeler comme ça, et qui voudraient l'alimenter, sont absolument les bienvenus. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que font en ce moment les membres de la communauté Lucie. Donc, vous pouvez stocker vos... Alors, il y a un petit protocole pour ça. On vous fait remplir une fiche. On valide le contenu de la fiche. C'est nous qui le mettons à jour. Dans un deuxième temps, on aura une interface pour charger directement la base, mais on ne l'a pas encore. Donc, pour l'instant, il y a un filtre par nous. Mais bien sûr, vous êtes les bienvenus, de sorte que vous pouvez ensuite retrouver vos solutions dans la base. Alors, est-ce que cet outil est adapté aux acteurs de l'ESS? Absolument. Donc, on a beaucoup enfin, il y a à nouveau, comment dirais-je, la mise en place d'une politique de sécurité au travail, d'un plan de formation individuel, d'un entretien annuel de carrière,
d'une gestion responsable de ses effluents liquides, etc., etc. Ce sont des choses qui sont aussi présentes dans l'ESS que dans les entreprises, et donc c'est tout à fait adapté. Après, on peut imaginer effectivement que les gens de l'ESS iront plus particulièrement voir toutes les bonnes pratiques qu'on trouve dans la question centrale numéro 7, qui est l'engagement sociétal. Mais il n'y a aucun problème, et on a beaucoup de gens de l'ESS qui sont membres de la communauté Lucie. Alors, pour chaque bonne pratique d'entreprise, existe-t-il un contact référent pour prendre contact avec l'entreprise? Non. Là-dessus, non, là-dessus, il n'y a pas d'obligation dans la base. Et donc, ceux qui mettent à jour la base et qui décident effectivement de se positionner comme finalement référents sont invités à le faire, mais toutes les entreprises qui mettent à jour aujourd'hui la base BPRS, membres de la communauté Lucie, ne sont pas tenues de fournir un référent. Et donc, dans certains cas de figure, l'entreprise va dire ah ben tiens, si vous voulez des renseignements, appelez-moi ou envoyez-moi un mail. Voilà. Et dans d'autres cas de figure, vous ne l'aurez pas, mais ça, on ne peut pas l'imposer aux membres de la communauté. Merci. Est-ce que le sujet des entreprises à mission est traité dans la base de données? Alors, sur le principe, oui. Au moment où nous parlons, non. Nous avons dans le référentiel Lucie, depuis la fin de l'année dernière, nous avons, comment dirais-je, des extensions. Lucie Mission 26 000 et puis Lucie Raison d'être 26 000. Et donc, en ce moment, l'agence Lucie est en train d'accompagner les membres de la communauté pour devenir des entreprises à mission, voilà, ou à raison d'être, un petit peu plus léger. Et donc, toutes ces bonnes pratiques-là se retrouvent dans le chapitre gouvernance. Oui. Alors, comment peut-on procéder pour donner l'accès à Thésaurus BPRS à une association de 400 membres? Écoutez, il y a deux possibilités. Enfin, là-dessus, on pourra, avec la structure qui a posé la question, on pourra voir ça ensemble, peut-être séparément, mais je vais donner déjà les principes qui peuvent intéresser tout le monde. On pourrait imaginer 3 options qui sont en discussion d'ailleurs avec d'autres structures. La première solution, c'est de dire, vous avez vu, je les remets, hein, vous avez vu les tarifs qui sont là, voilà. Vous proposez ces tarifs-là ou des tarifs un petit peu plus avantageux à vos membres, voilà. Et puis vous prenez si vous voulez en tirer vous aussi un bénéfice pour avoir des moyens pour faire autre chose, que ce soit autour de BPRS ou bien pour la RSE en général, eh bien vous avez la commission d'apporteurs d'affaires que vous percevez à chaque fois que vous vendez un accès. Voilà. Donc, hein, imaginons ici, par exemple, imaginons que dans votre structure, on va faire simple, il n'y ait que des ETI. Donc, ça veut dire l'accès est à 1 000 €. Vous dites, bon, moi, je vais le proposer à 850 €, par exemple. Donc, vous le proposez à 850 €. Nous, de toute façon, on vous rétribue avec une commission d'apporteurs d'affaires de 25%, c'est-à-dire, comment dirais-je, 250 €. Et donc, ça signifie que vous allez gagner, malgré l'effort que vous faites pour vos membres, vous avez quand même 150 € par membre. Donc, ça, c'est une première possibilité. Voilà. Donc, 100 €, excusez-moi, j'ai dit 850 et
la commission d'apporteur d'affaires sur 1 000 €, c'est 750. Donc, ça fait 100 € qui restent pour vous dans mon exemple. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, eh bien, je négocie, on discute, voilà, et on trouve un coût qui serait le coût on définit un tarif pour que vous pour une licence groupe, voilà. Et donc, et puis ensuite, eh ben, pour tous vos membres, vous le facturerez au prix que vous voulez. Vous avez négocié une fois avec nous, donc je sais pas, on va dire, je dis n'importe quoi à ce stade, hein, bien sûr, 50 000, 100 000 €. Et puis ensuite, vous le redistribuez. Hein, et puis après, on peut imaginer une solution un petit peu intermédiaire. Bref. Donc, il y a pas mal de possibilités. Et donc, voilà, donc, on peut en discuter si vous y voyez intérêt. Dernière question, on les a à peu près toutes balayées. Je regarde le chat, oui. La base de données intègre-t-elle ou permet-elle la revue des compliance d'une entreprise donnée? Alors, je dirais non. Il faut déjà que je comprenne bien la question, la revue de compliance. La compliance, c'est l'évaluation, enfin l'évaluation du niveau d'une entreprise par rapport à une norme ou enfin par rapport à une réglementation contraignante. Donc ça, c'est pas prévu du tout. Si dans le terme de compliance, la personne qui a posé la question peut peut-être rajouter un petit commentaire pour que je réponde mieux. Hein. Si dans le terme de compliance, il y a l'analyse d'écart entre ce que je vois dans une entreprise et ce qui se fait sur le marché, sur la base d'une évaluation, par exemple ISO 26000, ou de maturité RSE plus standard, je dirais que oui, ça va vous aider, mais c'est indirect. C'est-à-dire que il n'y a pas un système dans le... C'est une bonne idée au passage, hein, on pourrait le faire, mais aujourd'hui, on n'a pas un système qui dit « Bon, ben voilà, j'ai audité une entreprise, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. » Et puis, il y a un petit algorithme qui va prendre les bonnes pratiques, qui va les comparer au contenu de BPRS, et puis qui en déduit que sur tel sujet, on est très bon et sur tel sujet, on est très mauvais. C'est une très, très bonne idée que vous avez soumise, monsieur ou madame, mais pour l'instant, on ne l'a pas, ça. Voilà, mais on a fait le tour des questions. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, donc un grand merci pour votre participation ce matin. Continuons tous ensemble à pousser la RSE parce que la planète en a vraiment besoin. Vous avez vu que le mois de mai a été le mois le plus chaud jamais enregistré depuis qu'on fait des enregistrements de température sur Terre. Donc, ça fait un peu réfléchir. Émilie va vous passer comment dirais-je, un questionnaire, enfin pas un questionnaire, un lien pour vous enregistrer si vous le souhaitez, de sorte que pour ceux qui veulent aller plus loin avec nous, on garde le contact et puis on parle concrètement. Et sinon, donc la vidéo, il y a une vidéo de cette présentation. Et donc, j'ai compris qu'on verrait beaucoup mes cheveux dans la vidéo. Et puis, il y a le PowerPoint qui sera aussi à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup.